Eroneia, Scuola di Filosofia, éponge de lumière. Revenir au b.a.-ba de la nature et de la science. Troisième grille. Les formules, petites formes mathématiques, cases étroites et non ventilées, considérées comme le seul endroit sombre et enfumé où il est permis à la nature de montrer ses formes magnifiques et sublimes. Si l'on ne parle pas de ces formes à travers ces formules, l'on n'est même pas écouté. Chapitre 0. Mais de quoi parlent-elles au juste les mathématiques en tant que telles ? Il est d'importance primordiale que nous atteignions réellement, avec la chair de notre esprit incarné, 3 réalisations. 1. La réalisation que toutes les interprétations grammaticales possibles, et entre elles strictement incompatibles, d'une quelconque formule mathématique sont également bonnes. 2. La réalisation que toutes les représentations que nous nous faisons du sens des symboles qui les composent sont aussi bonnes que leur contraire, selon une instabilité sémantique des mathématiques structurelles et ineffaçables. 3. La réalisation que même la vérité des énoncés mathématiques les plus simples et fondamentaux nous frappe par des voies qui nous restent parfaitement cachées et que donc les démonstrations ne sont que le fruit d'un arbre dont la sève nous reste inconnue. Ces 3 réalisations sont essentielles pour comprendre que la vie intime et pulsante des petites formes mathématiques se révèle essentiellement au niveau du pur et simple, nous signifier quelque chose de tout à fait mystérieux. C'est de cela que traitera ce chapitre 0 en 2 parties. Première partie. 1. Ainsi parle le mathématicien philosophe. Pour les géoliers de mère nature, à savoir pour les esprits matheux qui gardent ces formes splendides rigoureusement enchaînées dans les enchaînements de leurs formules, qui ne sont donc que les cellules où, fragmentées et dispersées à l'infini, Algémie enchaîne. Ce que je viens d'affirmer est un inavoué secret de Polichinelle. Car c'est aux philosophes, ou du moins
à ce qui, à l'intérieur du savant géolier, se fait porteur de sa voix d'enfant dyscalculique, de le divulguer. En effet, les mathématiques peuvent être définies comme le sujet autour duquel nous ne savons jamais de quoi nous parlons, ni si ce que nous disons est vrai. Les personnes qui se sont intéressées à l'origine des mathématiques seront, je l'espère, à l'aise devant cette définition et la trouveront probablement exacte. Bertrand Russell. L'homme possède la capacité innée de construire des symboles qui peuvent exprimer un sens sans avoir la moindre idée de ce que chaque mot signifie. Le meilleur exemple est celui des mathématiques, car jusqu'à aujourd'hui, les symboles des nombres ont été utilisés sans savoir ce qu'ils signifiaient ou qu'ils ne voulaient rien dire. Ludwig Wittgenstein. Sans doute avez-vous, cher lecteur, quand vous étiez jeune garçon, fait la connaissance du superbe édifice de la géométrie d'Euclide, et vous vous rappelez peut-être, avec plus de respect que de plaisir, cette imposante construction sur le haut escalier de laquelle des maîtres consciencieux vous forçaient de monter pendant des heures innombrables. En vertu de ce passé, vous traiteriez avec dédain toute personne qui regarderait même la moindre proposition de cette science comme inexacte. Mais ce sentiment de fière certitude vous abandonnerait peut-être si l'on vous posait cette question. Qu'entendez-vous par l'affirmation que ces propositions sont vraies ? À cette question, nous voulons nous arrêter un peu. La question de savoir si telle ou telle proposition géométrique est vraie se ramène à la question de savoir si les axiomes sont vrais. Mais on sait depuis longtemps que non seulement on ne peut répondre à cette dernière question au moyen des méthodes de la géométrie, mais qu'elle n'a en elle-même aucun sens. On ne peut pas demander s'il est vrai que, par deux points, il ne passe qu'une seule droite. On peut seulement dire que la géométrie euclidienne traite de figures qu'elle appelle droites et auxquelles elle attribue la propriété d'être déterminées d'une manière univoque par deux de ces points. Albert Einstein. Deux. Notre réaction réflexe, à savoir pas tout à fait réfléchie. Or, sans le moindre doute, l'imagination, et comme nous allons le voir tout de suite, je dis bien l'imagination, de n'importe quel lecteur ou auditeur de ces mots qui ne soit aussi calé que ces auctores dans le domaine de la philosophie des mathématiques, c'est-à-dire de la prise de conscience réfléchissante de l'énigme qu'elle représente, aura émis par réflexe, ce qui est le contraire et l'ennemi juré de toute réflexion, une bulle d'auto-évidence. C'est quoi ce baratin ? 1 plus 1 fait quand même bien 2. À savoir, contre Russell, Wittgenstein, Einstein. 1 plus 1 égale 2, c'est une auto-évidence dure comme le roc. Une vérité indiscutable, parfaitement autarcique,
se suffisant à elle-même, et rayonnant son propre sens comme un petit soleil. C'est même the auto-evidence. C'est bien comme cela que notre imagination, et je dis bien notre imagination, réagit face à cette formule par réflexe conditionné. Trois. La réponse de Socrate. Eh bien, j'en connais un qui n'était pas tout à fait d'accord, même pas sur cela. Ce quelqu'un n'était rien de moins que Socrate, qui, le dernier jour de sa vie, enfermé dans son cachot et juste avant de boire sa ciguë, n'avait, paraît-il, pas mieux à faire que de se demander pourquoi 1 plus 1 fait ou font 2. Eh bien, dit Socrate, je suis loin, par Zeus, de croire que je connais la cause de ces choses. Il parle ici du fait prétendument évident que c'est en ajoutant, en additionnant de la matière à son corps, c'est-à-dire en mangeant, qu'un vivant grandit. Moi qui n'accepte même pas de dire quand à une unité s'ajoute une unité. 1. Si c'est l'unité qui a subi une addition qui devient 2. 2. Ou si c'est plutôt l'unité ajoutée. 3. Ou plutôt si ce sont à la fois cette dernière ensemble avec celle à laquelle elle s'est ajoutée, qui, à cause de ce rajout, sont devenues 2. En effet, je m'étonne de cela. Quand chacune était séparée de l'autre, chacune séparément était une, et elles n'étaient pas 2. Mais quand elles se sont rapprochées l'une de l'autre, en elles est survenue la cause de leur devenir 2. Piégés dans l'imaginaire, les maths par lesquelles nous avons été formatés. Or, à propos de la réaction dépitée de notre sympathique monsieur Nous tous, confronté aux boutades de Russell, Wittgenstein, Einstein, je viens de dire que c'est bien comme cela que notre imagination, et je dis bien notre imagination, réagit face à cette formule par réflexe conditionné. Où ce conditionné fait référence au formatage de notre esprit-cerveau par une pédagogie de maths et des sciences en général qui, depuis des siècles, nous a enfermés dans un cachot aux murailles autant infranchissables qu'imaginaires. Car sans cesse bâtis et rebâtis, à savoir projetés et reprojetés selon le réflexe de l'instant présent, parfaitement ignare de lui-même, justement par notre imagination qui commence tout d'abord par s'auto-imaginer soi-même, se projetant sur son propre écran, parfaitement déguisé en pensée réellement pensante. C'est pourquoi, avant de reprendre notre dialogue avec Socrate, qui est si primordialement d'accord avec la triade de penseurs que nous avons écoutée, et afin d'avoir bien présent à l'esprit les murs de notre cachot, qui n'est autre que celui-là même qui a hébergé sa mort,
considérons un texte actuel qui explique à l'imagination d'un enfant de CM collège qu'est-ce que c'est qu'additionner, multiplier, etc. Et il le fait selon une pédagogie, la même sur toute la planète, tout empruntée au paralogisme de Descartes. Voir la fin du cours 2. Qui pense notre tête pensante à l'image d'un système de mécanismes et d'engrenages se nourrissant à leur tour d'images d'autres mécanismes et engrenages. Dans un monde imaginé non plus à la Descartes comme une immense horloge, mais bien plutôt, nous allons le voir dans la foulée, comme un giga flipper. Les images et les textes que je vais citer maintenant, je les expose en détail et je les commente dans mon Espérer dans l'école, une nouvelle éducation à la science dans le système des lycées de 2010, ainsi que dans mon Intelligence de la nature, nature de l'intelligence de 2022. L'addition. L'auteur explique donc qu'est-ce que c'est qu'additionner avec l'image sensible d'un événement bien physique, le transport conjoint de 3 balles et 4 balles des boîtes où elles se trouvent, jusqu'à les accumuler dans une 3e boîte qui, voilà, se trouve par hasard dans le coin. Somme de 2 nombres. Une boîte contient 4 petites balles et une autre boîte en contient 3. Versons les petites balles contenues dans les 2 boîtes dans une 3e boîte vide. Cette dernière contiendra donc 7 petites balles. La multiplication. De même, multiplier revient à accumuler des accumulations, car ça va plus vite. Chacune de ces violettes a 5 pétales. Combien de pétales ont-elles, les 3 violettes prises ensemble? Pour répondre à la question, on peut calculer la somme 5 plus 5 plus 5 égale 15, mais puisque les 3 termes sont égaux, pour des raisons de brièveté et de simplicité, nous écrirons 5 multiplié par 3 égale 15. L'élévation à la puissance. Quant à l'élévation à la puissance, il s'agit évidemment d'une accumulation d'accumulation d'accumulation, car ça va encore plus vite. Considérons ce produit entre des facteurs égaux entre eux. 3 multiplié par 3 multiplié par 3. Ce produit s'appelle une puissance et on peut l'écrire très rapidement de la façon suivante: 3 puissance 3. La division et les fractions. De leur côté, les fractions ne sont que des divisions, et diviser revient à couper des gâteaux. Et nous avons déjà évoqué, cours 1, que dans le blabla des textes de lycée, les choses ne se passent pas mieux, et même pire, par des formes de technomagie, où les opérations mathématiques plus et multiplier sont soi-disant expliquées grâce à des mitrailleuses bien physiques
en métal chargées elles aussi de balles colorées et dont les rafales crachent magiquement le résultat souhaité. En revenant à notre 1 plus 1 égale 2, face auquel Socrate bloque en état de aporie, en français impasse, la même explication en termes d'accumuler, empiler des choses pour ensuite les compter, nous est infligée si vous tapez votre question sur Google. Quelle est la preuve que 1 plus 1 égale 2 ? La vraie preuve que 1 plus 1 égale 2 est de prendre un bloc dans une main, un bloc dans l'autre, de les mettre tous les deux dans une main et de les compter. Cinq. Le vrai sens de la question de Socrate et ses étonnants résultats. Mais, comme je n'ai de cesse de le répéter, ces images physiques de cailloux, latin calculi, et de petites sphères accumulées, mitraillées, etc., ne sont justement que des images qui ne répondent à aucune de trois questions que pose Socrate à propos de 1 plus 1 égale 2, car elles ne font qu'en peindre le phénomène pour faire diversion et vite passer à autre chose. Relisons ces trois questions. Eh bien, dit Socrate, je suis loin, par Zeus, de croire que je connais la cause de ces choses. Moi qui n'accepte même pas de dire quand à une unité s'ajoute une unité. 1. Si c'est l'unité qui a subi une addition qui devient 2. 2. Ou si c'est plutôt l'unité ajoutée. 3. Ou plutôt si ce sont à la fois cette dernière ensemble avec celle à laquelle elle s'est ajoutée qui, à cause de ce rajout, sont devenues 2. Faisons bien attention. Le problème que Socrate se pose ici est comment traduire en mots la formule 1 plus 1 égale 2. Arrêtons-nous donc sur ça. Lorsque nous parlons, il y a toujours à minima un sujet grammatical, pour les philosophes grammairiens grecs, onoma, le nom, et un verbe rhéma. Et je précise, un sujet grammatical ou nom, voire pronom, car même dans les propositions dites impersonnelles, où il n'y a pas un sujet réel au sens propre, comme dans « il y a »,« il pleut » ou « c'est comme ça », pour que les verbes « y avoir »,« pleuvoir » ou « être » puissent exprimer un sens accompli. Il leur faut bien l'accompagnement de ces pronoms « il y a », « il pleut » et « cela est comme ça ». À côté du couple minimal onoma-rhéma, nous trouverons, en l'occurrence, émanant de son sein, un prédicat, voire le complément d'un objet. Dans notre cas, ce « un » nom se dualise verbe ou devient verbe de prédicat. Et cette structure de base onoma-rhéma est une donnée
indépassable du langage humain. Allez, cherchez-moi une langue qui n'est pas faite comme cela, ou même cherchez à en concevoir une, sans utiliser dans vos recherches des phrases dans n'importe quelle langue dont la structure de fond ne soit nom-sujet, plus verbe, plus prédicat et objet. Évidemment, vous n'y arriverez pas. Et donc voilà, face à l'écriture auto-évidente 1 plus 1 égale 2, que nous lisons d'habitude comme 1 plus 1 égale 2, voire 1 plus 1 fait 2, voire 1 plus 1 font 2, Socrate se demande comment sortir de ce balbutiement informe avec un nom-sujet, un verbe et un prédicat-objet à leur juste place, et donnant à chacun des mots utilisés un sens compréhensible qui ne se transforme pas en son contraire, voire en un tout autre sens, la ligne juste après. Résultat de son enquête. Toutes les trois possibilités de mise en mots de 1 plus 1 égale 2 qu'il explore, c'est-à-dire une fois décidé que le symbole plus signifie le réma ajouté, que le symbole égal signifie le réma devenir, etc. Les trois seules interprétations grammaticales combinatoirement disponibles de cette formule sont également bonnes. 1. Ce premier 1 ajouté de ce deuxième 1 devient 2. 2. Ce deuxième 1 ajouté à ce premier 1 devient 2. 3. Ce premier et ce deuxième 1 ajoutés l'un à l'autre deviennent 2. Ce à quoi nous ajoutons à notre tour une quatrième possibilité combinatoire que cette formule nous offre, découlant de celle qu'on appelle la propriété symétrique de l'égalité et que Google nous explique ainsi. X égale Y et Y égale X, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle la propriété symétrique de l'égalité. Donc, puisque c'est exactement la même chose, nous écrivons cette même formule en intervertissant ces termes, dont nous cherchons, sans y arriver, à garder les mêmes interprétations. 2 égale 1 plus 1. Ce qui engendre invinciblement chez nous la transmutation de l'onoma de prédicat en sujet et, comme annoncé, la correspondante transmutation du sens du réma égal de devenir en être. Car, même si nous utilisons le réma résulté de dans la phrase de résulte du rajout, etc., notre lecture intime et ultime de ce fait sera en termes de être. 2 est bien le résultat de 1 plus 1, ce qui nous fournit notre
quatrième mise en mots de cette formule, à ajouter aux 3 explorés par Socrate. 4. 2. Sujet est le résultat du rajout, etc. qui épuise enfin toutes les combinaisons possibles offertes par cette formule, ainsi que toutes ses interprétations grammaticales en termes de onoma rema. Mais ce n'est pas tout, car, comme on vient juste de le voir, lorsque nous cherchons à pénétrer le sens de chacun des noms ou des verbes utilisés, nous nous perdons tout de suite dans un labyrinthe de sens et contresens, une efflorescente forêt de sens impossibles qui deviennent soudainement possibles et d'absurdités qui transmutent subitement en auto-évidence. Au fait, comme Socrate le dit en évoquant tout d'abord la soi-disant évidence que c'est à cause d'un pur et simple rajout de matière que l'homme qui mange grandit, tandis que cela suffit de regarder la réalité pour constater l'incompressible variété d'effets de cette même cause. De même, rien n'est plus trompeur pour comprendre le sens du symbole « plus », qui soi-disant devrait signifier le réma, additionné, cumulé, entassé, que ces sottes images de 4 plus 3 égale 7 petites balles entassées dans une même boîte. Là où, peu de pages après, ce même bouquin nous apprend que l'addition de 4 plus moins 3 petites balles ne nous laisse qu'avec une pauvre, mince, maigre petite balle au bord de l'anéantissement, car tout proche de 0, et que 0 égale le néant. Quitte, justement, à propos de cette lecture de 0 comme rien du tout, à nous laisser pantois en nous montrant, peu de pages après, que l'élévation d'un nombre n à la puissance 0, donc, toujours selon ce même bouquin, l'entassement d'un nombre quelconque d'entassement, de néant, donne comme résultat ce même bon vieux 1, comme une petite balle lapin soudainement sortie du cylindre du vide. Et que dire de cette pareillement soudaine transformation opérée par nos yeux affairés, le nez dans le guidon, sous ces mêmes yeux hypnotisés et insouciants du sens du symbole égal, de devenir en être. Donc, non seulement toutes les interprétations grammaticales combinatoirement disponibles et entre elles incompatibles de cette formule sont également bonnes, mais aucun des sens que nous attribuons à chacun des symboles qui la composent n'est capable de ne pas devenir un parfait contresens également bon dans la formule juste à côté, qu'en l'occurrence nous lirons, aidés en cela par notre ami le fidèle Google, comme exactement la même formule, comme justement dans le cas présent de nos chers 1 plus 1 égale 2 et 2 égale 1 plus
Avez-vous bien compris? Je répète. 1. Les 4 seules interprétations combinatoirement disponibles et entre elles incompatibles de 1 plus 1 égale 2 sont également bonnes. 2. Aucun des sens que nous attribuons à chacun des symboles qui la composent n'est capable de ne pas devenir un parfait contresens dans la formule juste à côté. En êtes-vous étonné? J'en suis sûr, pas assez. Et votre manque d'étonnement vous éloigne à la fois du commencement d'une vie philosophique, car, comme nous le savons depuis le cours 1, à l'origine, comme aujourd'hui, c'est à cause de l'étonnement que les hommes commencèrent à philosopher. Et de sa fin, car, comme nous sommes en train de le constater avec étonnement, la circonstance en question, que la petite forme 1 plus 1 égale 2 en elle-même, ne nous dit rien sur ce qu'elle signifie, en laissant à nous tout le travail de son interprétation. C'est bien cela qui remplit d'étonnement le philosophe ayant enfin atteint la fin de sa vie. En effet, je m'étonne de cela. Quand chacune était séparée de l'autre, chacune séparément était une, et elles n'étaient pas deux. Mais quand elles se sont rapprochées l'une de l'autre, en elles est survenue la cause de leur devenir deux. Il faut donc qu'on s'arrête ici pour prendre la mesure effective du défi que nous sommes en train de relever. Au fait, l'expression 1 plus 1 égale 2 nous est devenue, objectivement, même si pas encore subjectivement, au niveau de notre ressenti direct, aussi mystérieuse et sibylline que l'oracle de Delphes. En nous mettant donc sur la voie de comprendre le lien profond et caché qui lie Socrate et la philosophia, d'un côté au passé, à la Sophia du déjà cité Héraclite, cours 0 de présentation, et des sages dits présocratiques, et de l'autre futur, et par là au présent, car sa sagesse humaine, comme il l'appelait, puisqu'imprégnée d'humilité, porte en elle l'annonce, je choisis le mot, de celle humaine et divine à la fois, qui en sera l'accomplissement définitif. Typothèse semaenei. Qu'est-ce que cela signifie? De la Sophia d'Héraclite à la Philosophia de Socrate, l'annonce énigmatique de l'âge présent. Typothèse semaenei. Qu'est-ce que cela signifie? Est sans doute l'expression clé qui ouvre aux secrets les plus précieux des dialogues de Platon. Et non seulement, car elle apparaît sur la bouche de Socrate, lui provenant, via Héraclite, directement du temple de Delphes, où le Fils de Dieu, Apollon, parlait par la voix d'une femme qui s'était consacrée à son faire la porte-parole, la Pythie, et se destine à une autre femme, protectrice de la parole et du Dieu qu'il envoie à l'homme à travers son Fils. Car c'est la Sainte Vierge en personne qui, confrontée aux énigmatiques paroles de l'ange Gabriel, qui la déclarait pleine de grâce et que donc Dieu était de son côté,
se posera, comme Socrate dialoguant dans son cœur, cette même question. Potapos eié. Qu'est-ce que pouvait bien signifier une telle salutation? Qui sont les mêmes termes. Ti pote legeye o theos, kai ti pote aenitetai. Que peut bien vouloir dire le Dieu, et quel peut bien être le sens de son énigme? Que, comme nous allons le voir tout de suite, ce même Socrate avait utilisé, dialoguant dans son cœur, comme le fera la Vierge. Une fois eu connaissance de la parole qu'à travers la Pythie lui avait envoyée Apollon, qu'il était plein de sagesse et que donc il avait tout son soutien. Car nous savons bien que Socrate fut envoyé prêcher la philosophie par l'oracle de Delphes en personne, lui faisant savoir, par le biais d'un ami qui le lui avait demandé, que Socrate était le plus sage des hommes. Écoutons de sa propre bouche, lors de son autodéfense devant le tribunal qui allait le tuer à la ciguë, quelle fut la réaction d'étonnement de Socrate à cette révélation, justement sibylline. Lorsque je fus informé de cette réponse de l'oracle, je me fis à moi-même cette réflexion. Que peut bien vouloir dire le Dieu et quel est le sens de son énigme? Ti pote legei o theos kai ti pote aenitetai. Car j'ai bien conscience, moi, de n'être savant ni peu ni prou. Que veut donc dire le Dieu quand il affirme que je suis le plus savant? En tout cas, il ne peut mentir, car cela ne lui est pas permis. Et ce fut ainsi que commença la philosophie, car pour comprendre l'énigme que l'oracle lui avait signifiée, Socrate prit une décision. Longtemps je me demandais ce que le Dieu pouvait bien vouloir dire. Enfin, non sans avoir eu beaucoup de peine à y parvenir, je décidai de m'en enquérir en procédant à peu près de cette manière. J'allais trouver un de ceux qui passent pour être des savants, en pensant que là, plus que partout, je pourrais réfuter la réponse de l'oracle. Et vous vous doutez bien que le tout premier savant que Socrate alla interroger pour montrer à l'oracle qu'il avait eu tort de le désigner comme l'homme le plus savant d'entre tous, ce fut bien un mathématicien, lui posant la question à laquelle ce dernier allait certainement savoir répondre. Pourquoi 1 + 1 fait 2 ? Ce pourquoi une ville entière décida qu'il valait mieux se débarrasser de lui. Mais pourquoi, au juste? J'affirme qu'avec ce que nous révèle sa question sur 1 + 1 égale 2, Socrate hérite en effet de la Sophia de l'obscur Héraclite. Car c'est Héraclite lui-même qui dévoile l'existence de cette dimension cachée derrière les vérités les plus lumineuses, qu'à la fois nous ne pouvons nier, car Dieu ne saurait mentir, dira Socrate, mais dont le sens nous échappe totalement. O anax to manteion estito en delphois, ut legei, ut cryptei, alla semainei. Le Seigneur, dont l'oracle est à Delphes, ni dit, ni cache, mais fait signe. Eh bien, c'est exactement de cela que nous venons de faire l'expérience. L'expression 1 + 1 égale 2 ni affirme, ni ne nie rien de déterminé.
tout en nous éblouissant avec la lumière d'une vérité dont le sens nous échappe. Elle, c'est Maenei, nous fait signe. C'est à nous d'en chercher l'interprétation en reconnaissant tout d'abord notre ignorance ainsi que celle de notre prochain, comme le fit Socrate en se faisant sciemment l'oracle d'une nouvelle sagesse imprégnée d'humilité qui lui coûta sa vie. Trois réalisations à venir. Il est donc d'importance primordiale que nous atteignions réellement, avec la chair de notre esprit incarné, ces deux premières réalisations. 1. La réalisation que toutes les interprétations grammaticales possibles et entre elles strictement incompatibles d'une quelconque formule mathématique sont également bonnes. 2. La réalisation que toutes les représentations que nous nous faisons du sens des symboles qui les composent sont aussi bonnes que leur contraire, selon une instabilité sémantique des mathématiques, structurelle et ineffaçable, auquel devra s'en ajouter une troisième. 3. Que même la vérité des énoncés mathématiques les plus simples et fondamentaux nous frappe par des voies qui nous restent parfaitement cachées et que donc les démonstrations ne sont que le fruit d'un arbre dont la sève nous reste inconnue, pour ne pas parler de sa graine, voire de la terre, de l'air et de la lumière dont il se nourrit. Une réalisation qui sera autant essentielle pour comprendre que la vie intime et pulsante des petites formes mathématiques se révèle à nous essentiellement à ce niveau du pur et simple, nous signifier quelque chose de tout à fait mystérieux. C'est de cela que traitera notre prochain cours, qui, à cette fin, proposera une vraie méthode de contemplation au sens grec du terme théoria, des petites formes mathématiques que nous continuerons de regarder avec les yeux dyscalculiques de Socrate, Russell, Wittgenstein, Einstein et compagnie.